Merci de nous avoir rejoints à nouveau pour continuer ce forum de l'alimentation et de la gastronomie de demain tous ensemble. Merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent et à vous qui êtes derrière vos écrans à nous regarder en streaming. Alors, ces dernières décennies, on a vu se confronter le monde agricole et le monde de l'alimentation. Et on remarque que le consommateur a récemment affirmé sa volonté de réconcilier ces deux mondes. C'est pourquoi on voit un regain d'intérêt pour les circuits courts alimentaires, par exemple, et également l'émergence de nouvelles formes de vente directe. Yann Moos, qui est président-directeur général de la société Gozoki, vous apporte son éclairage à travers une vidéo. Bonjour, je m'appelle Yann Moos, je suis cuisinier et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Gozoki. Nous avons différentes usines en France où nous réalisons des spécialités régionales dans le terroir, dans différents terroirs. J'aurais aimé être là aujourd'hui avec vous pour échanger directement, mais voilà, je le fais par cet enregistrement et ces vidéos. Je pense que c'est une évidence. Au même titre que, on va dire, un esprit sain dans un corps sain dans une planète saine. Donc c'est évident que l'un va avec l'autre et on le voit tout au long, nous, dans notre métier. Je vous prendrai un exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de pollution potentielle des océans aux microplastiques, par exemple. Si effectivement on mange un poisson qui vient d'une mer polluée ou on mange un animal qui a lui-même mangé une graine qui vient d'une terre polluée, effectivement, on vit dans un écosystème global. Donc il faut qu'on respecte cet écosystème, qu'il soit marin, qu'il soit terrestre, pour qu'effectivement après on puisse consommer durablement des aliments qui nous maintiennent en bonne santé. Et on le voit d'ailleurs, les pays qui ont une relation forte avec leur alimentation, comme l'Espagne, l'Italie, on pourrait parler des Grecs ou des Japonais, sont des pays, des habitants qui vivent plus vieux et qui connaissent la plus grande espérance de vie dans le monde, parce que ce sont des gens qui respectent plus leur écosystème et également le monde animal. Sur ce sujet, je vais être un peu polémiste parce qu'on a instauré depuis 20-30 ans en France l'idée que les transformateurs gagnaient beaucoup d'argent sur le dos des agriculteurs et que les distributeurs, à la fin, gagnaient beaucoup d'argent sur le dos des fabricants. La réalité, c'est que si on regarde un chiffre, je vais vous citer un chiffre, le chiffre d'affaires du premier groupe de distribution français, c'est Carrefour, 70 milliards, 600 millions de résultats nets, moins d'1% de marge. Ça veut dire que quand on fait moins d'1% de marge, globalement on est au mini, on ne peut pas faire moins. L'industrie agroalimentaire, c'est pas l'aéronautique, c'est pas le luxe, c'est pas le cosmétique, on est une industrie de centimiers et c'est pas là où on a des marges qui sont très importantes. Le vrai sujet, c'est que ça fait 40 ans que le budget d'alimentation des ménages diminue. Il a globalement divisé par 2 en 30 ans. Pourquoi ? Parce que entre-temps, on veut voyager, on veut s'acheter des téléphones portables, on s'achète des abonnements, beaucoup de choses. Et donc la part dans la consommation des ménages de l'alimentation a baissé. Donc on parle souvent de ce problème de rémunération du monde agricole, mais la réalité de la rémunération du monde agricole, vous la faites tous les jours dans les magasins en faisant vos courses. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un poulet de batterie, vous pouvez acheter un poulet fermier du Gers, vous pouvez acheter un poulet bio, et en fin de compte, c'est vous en tant que consommateur qui faites votre choix. Et nous, industriels, transformateurs ou les distributeurs, ou le monde agricole, quelque part, on suit ce choix de vous en tant que consommateur. Donc il ne faut pas oublier ça, parce qu'on a beaucoup tendance un petit peu à casser du sucre sur les industriels et les distributeurs, ou même des fois sur les agriculteurs, par rapport notamment au glyphosate, à l'utilisation de produits d'intrants chimiques, etc. Le vrai sujet,
c'est que tout ce système n'est que la résultante des choix du consommateur. Je vais vous prendre un exemple. Dans les années 60, on construisait des bars HLM partout. C'était à la mode et on était même content d'aller y vivre. C'était la même époque où on développait, je fais un parallèle un petit peu difficile à entendre, mais les poulets de batterie. Et on était fiers, ça passait au journal télévisé de ces nouvelles méthodes d'élevage, etc. Et d'un côté, on était fiers quelque part de faire des immeubles et des HLM pas toujours très beaux et les gens les uns un peu sur les autres. Et de l'autre côté, on faisait du poulet de batterie. Et puis, le consommateur a évolué et on se dit, bah, c'est pas bien tout qu'on fait, et c'est pas bien non plus ce qu'on a fait pour l'homme dans les années 60. Et donc, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience et que la France, parmi les pays européens, on est je pense, un des pays ou le pays qui a pris le plus conscience de cette évolution-là, sur le bien manger, sur le bien-être animal, sur la diminution des intrants chimiques, etc. Mais il faut revenir à ça. Ça n'est que la résultante des choix que l'on fait tous quand on va dans un supermarché ou acheter directement à un agriculteur. Et nous, on n'est que les transmetteurs de ça. Si le consommateur veut acheter du poulet à 1,50 € le kilo, il sait qu'il achètera un poulet de mauvaise qualité. Si le consommateur veut acheter un poulet fermier du Gers ou je ne sais pas d'où, ben c'est qu'il a fait un choix de la qualité. Et s'il veut aller l'acheter en direct à sa ferme, c'est qu'il a fait ce choix-là. Donc avant tout, on est acteur de cette transition. On parle beaucoup de transition énergétique, mais là c'est une transition alimentaire. On en est tous acteurs et c'est nous, par nos choix, qui devons aller vers des filières plus vertueuses pour la planète ou pour le respect du bien-être animal. Je pense que c'est en train de devenir un levier marketing, mais ça ne le devrait pas. Et je pense qu'on doit éduquer nos enfants pour penser par eux-mêmes, pour plein de choses, mais notamment aussi pour leur alimentation. Je m'explique, c'est que on a vu par exemple l'apparition du Nutri-Score sur beaucoup d'emballages. Et forcément, je le constate parce qu'on est fabricant d'un gâteau bien traditionnel français qui s'appelle le financier. Le financier, c'est du beurre, du sucre, de la farine, de l'œuf et des amandes. Donc c'est assez calorique et je crois que c'est noté G au Nutri-Score. Et forcément, un haricot vert, ça va être noté A. Mais on sait que dans une alimentation, il faut mélanger un peu de tout, il faut le mélanger intelligemment. Si on mange que du haricot vert, bon, c'est sympa, mais on ne va pas se nourrir et on va vite craquer sur d'autres types de produits. Donc je pense qu'il faut apprendre aux gens, c'est ça une vraie culture alimentaire, c'est de savoir quand on mange bien, de savoir de temps en temps faire des écarts et de se dire ben, je vais me faire plaisir et je vais aller sur autre chose et ne pas regarder que des labels. Des labels aujourd'hui, il y en a des centaines, ils sont illisibles et je pense qu'il faut que nous, en tant que consommateurs, on arrive à décrypter ça et à comprendre ces choses-là. Il me semble qu'il y a trop de labels. Je vous donne un autre exemple, on a investi dans des piscicultures où on fait des truites de très haute qualité dans les Pyrénées. On peut avoir des gens qui ont fait, et c'est le cas parce que la première activité piscicole dans le monde, c'est l'élevage de la crevette. C'est des millions de tonnes, un peu plus de 9 ou 10 millions de tonnes à l'échelle mondiale. Et ces piscicultures de crevettes, c'est de l'industrie, c'est des mangroves qui ont disparu dans des pays, c'est des côtes qui ont été saccagées. Et ces piscicultures-là, elles sont notées par des labels comme pisciculture à haute qualité environnementale. Et donc, c'est des produits forcément qui ont parcouru la terre entière surgelée pour venir être consommés chez nous. Donc attention aux labels, et je pense que la meilleure des choses, c'est de continuer à décrypter par soi-même, de savoir lire une composition, la composition d'un produit, de comprendre où il a été fabriqué, et de se dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Voilà. Il y a de tomber dans le système où il y a trop de labels, on en arrive à des choses qui sont absolument qui sont ubuesques. On a des géants du cosmétique qui sont en train de dire qu'ils sont des entreprises à vocation environnementale.
on marche un petit peu sur la tête et on se fait certifier. Aujourd'hui, on est capable de certifier n'importe quoi. Donc attention à ne pas tomber là-dedans et à garder, je pense, du bon sens. Avant de vous répondre sur la vision du demain, moi je peux déjà vous répondre sur l'évolution que j'ai vue depuis 30 ans dans ce métier-là. Contrairement à ce que les gens pensent, on mange mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Quand vous achetiez un jambon il y a 30 ans, il était, je dirais, beaucoup plus... il contenait plus d'additifs qu'aujourd'hui. Et depuis 30 ans, l'industrie agroalimentaire, en France et en Europe, elle a fait énormément de progrès. On a supprimé beaucoup d'additifs. Il y a 30 ans, quand vous mangiez une célèbre marque de bonbons, qui commence par un H, les colorants, ils étaient artificiels. Aujourd'hui, c'est des extraits naturels. Ça va être un extrait de betterave, ça va être un extrait de carotte. Pour du bleu, on va utiliser une algue. Donc, depuis 30 ans, notre industrie, contrairement à ce qu'on nous fait penser ou à ce qu'on vous fait penser, elle a été extrêmement vertueuse et on a supprimé énormément d'additifs controversés et on va vraiment vers ce qu'on appelle, nous en termes un peu anglais, le clean label. On fabrique énormément de recettes aujourd'hui où il n'y a plus aucun additif. Dans les années 80, on disait en 2000, tu mangeras un tube ou une pilule et puis ce sera ça le monde moderne. En réalité, on ne mange pas dans un tube ou une pilule, on mange un hachis parmentier bien traditionnel ou une bonne brandade de morue, où on mange des recettes bien traditionnelles. Et au contraire, on a fait une marche arrière là où on pensait qu'on ferait une marche avant. Et je pense que ça va s'accentuer. C'est-à-dire que si on me posait la question qu'est-ce qui se passera dans 30 ans, la première tendance qui est claire, ce sera plus de végétal, parce que pour nourrir 7, 8, 9, 10 milliards d'êtres humains, effectivement, et pour réduire nos émissions, parce qu'il n'y a pas qu'un sujet alimentaire, il y a aussi un sujet de pollution, notamment aux émissions de CO2. Et on va continuer, contrairement à ce que beaucoup pensent, à manger de la viande, mais moins souvent, et une viande de meilleure qualité. Donc voilà, l'avenir, il est qu'on mangera encore mieux. Aujourd'hui, on mange mieux qu'il y a 30 ans, et dans 30 ans, on mangera encore mieux parce qu'il y a une prise de conscience. Et qu'à partir de ce moment-là, on a compris que les gens, nos consommateurs veulent manger local, veulent manger sain, veulent manger des produits respectueux de la planète. Je vais vous prendre un dernier exemple. Il y a quelque chose qui est en train de se généraliser, c'est l'utilisation, et on le fait chez nous dans nos pâtisseries, l'utilisation d'œufs de poules qui ont été élevés au sol. Donc vraiment, je parlais tout à l'heure un peu de l'arrêt du poulet de batterie, et c'est une bonne chose. Et ça va dans ce sens-là. Donc le bien-être animal, la protéine végétale et une agriculture qui respecte la nature tout simplement. Et vous allez voir que dans les années à venir, les agriculteurs, et c'est un mouvement qui commence à arriver, vont replanter des haies bocagères en bordure de champs, vont mieux respecter leur milieu naturel. Et c'est déjà le cas, donc c'est un mouvement qui va s'amplifier. En fin de compte, je pense qu'on a peut-être vécu dans les années 80-90 le pire de ce qu'on savait faire. Et je pense que l'ensemble de cette profession, parce que ça part effectivement de la source, le monde agricole, les transformateurs et les distributeurs ont compris que la demande des consommateurs, elle n'allait pas vers des produits plus industrialisés, moins chers, mais au contraire, elle allait vers des produits plus qualitatifs. Et il faudra que le consommateur aussi sache réarbitrer dans ses dépenses pour acheter ces produits plus qualitatifs. Et oui, on l'a vu. On l'a vu, il a raison, il va falloir qu'on pense différemment. Alors aujourd'hui, faire le bilan de nos habitudes, les corriger même si c'est nécessaire, on est un plus grand nombre de consommateurs qui le faisons naturellement au quotidien. Alors plus important aujourd'hui que de vivre vieux, il faut que nous vivions vieux, mais en bonne santé. Et notre santé, eh bien, cela dépend de ce que l'on met dans notre assiette. Alors, pour animer la table ronde suivante, repenser la chaîne alimentaire, j'invite Anne Lemort à me rejoindre, donc la cofondatrice de Chef for the Planet, qui va vous présenter ses invités.
Merci et bonjour de nouveau à tous et à toutes. Alors, les discussions autour de la chaîne alimentaire, les circuits courts, l'approvisionnement de proximité sont des discussions que l'on voit de plus en plus sur le devant de la scène. Bien sûr, la crise du Covid a encore plus accentué ces réflexions. Ce sont des réflexions que nous avons ici, que nous avons dans notre pays, au cœur, par exemple, de la loi Egalim de 2018, mais aussi à l'échelle européenne et internationale, repenser les circuits courts, la chaîne alimentaire, par exemple, est vraiment au centre de la stratégie de la Commission européenne de la fourche à la fourchette, dans le cadre du pacte vert de l'Europe. Et également sera une des grandes questions dont on débattra pendant le sommet mondial des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires qui va avoir lieu dans quelques mois à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Même si ce sont des débats qui ont été accélérés par la pandémie, ce sont vraiment des tendances qui étaient là avant, parce qu'elles correspondent à de nombreuses préoccupations des consommateurs, que ce soit des préoccupations de traçabilité, de qualité, de transparence, de saisonnalité, qui sont devenues vraiment incontournables, notamment depuis des scandales sanitaires tels par exemple que du scandale de la vache folle. Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'aimerais appeler sur scène mes 5 invités. Jean-Dionis du Séjour, le maire d'Agen. Monsieur le maire. Sophie Borderie, qui est la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne. Grégory Cohen, qui est chef et membre de Chef for the Planet. Nathalie Roussille, vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Et nous allons être aussi rejoints par Guillaume Sourieux, en visio, qui est aussi chef et membre de l'initiative Chef for the Planet. Bienvenue, Guillaume. Je vais me mettre... Alors, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Guillaume, est-ce que tu es bien connecté? Tu nous entends? Nous, par contre, nous ne t'entendons pas. Pas encore, en tout cas. Voilà, peut-être maintenant vous m'entendez. Parfait. Voilà. Bienvenue. Donc, merci. Comme je le disais, il y a vraiment de plus en plus de débats autour de cette question d'approvisionnement de proximité. C'est devenu non seulement un enjeu de politique territoriale, mais aussi un enjeu national de souveraineté alimentaire. On en parle beaucoup. Il y a énormément d'initiatives innovantes ici, comme ailleurs en France et dans le monde. Et je voulais peut-être d'abord, alors poursuivre un peu ce qu'avait fait Fred, peut-être j'aimerais commencer cette table ronde en vous demandant à chacun d'entre vous, quelle est votre définition du bien manger? Monsieur le maire, avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis plutôt un conservateur là-dessus. Bien manger, ça renvoie au plaisir de bien manger. Et à toute la culture qu'il y a chez nous, de ce moment très fort de plaisir gustatif et de convivialité. Donc moi, pour rien au monde, je ne veux renoncer à cette culture-là. Alors je suis ouvert à des évolutions, à condition que, vous voyez, donc je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment un enfant ou un fils du Sud-Ouest là-dessus. Donc, et c'est important ce que je dis, parce que si on ne respecte pas cette culture, on braque des gens. Hein, et donc, il faut rentrer en dialogue. Moi, je suis ouvert, après on va en parler, je suppose, circuit court, la qualité gustative. Mais au départ, le bien manger, c'est vraiment un moment de plaisir. Et je crois qu'il faut l'assumer et en être et le poser un peu comme un incontournable. Donc, plaisir gustatif et puis plaisir d'être ensemble à table, voilà. Et donc, merci. Il faut respecter ça. Et à partir du moment où on respecte ça, je crois qu'il y a d'autres messages qui peuvent passer. Merci. Madame Borderie. Alors évidemment, pour vous, le bien manger.
Oui, évidemment, bien manger, ça doit rester un plaisir, mais je crois qu'aujourd'hui, vivre en Lot-et-Garonne nous donne la possibilité de combiner les deux, c'est-à-dire bien manger et prendre plaisir. On voit bien que, sans doute Madame Roussy y reviendra, mais il y a de nombreuses filières agricoles sur le territoire qui nous donnent la possibilité aussi de combiner une alimentation de proximité avec des circuits courts. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord de notre responsabilité aussi en tant que citoyen, mais en tant que responsable politique, de travailler sur une alimentation saine et durable, mais en travaillant effectivement sur les circuits courts et de proximité. Mais évidemment qu'il faut prendre plaisir en mangeant. Merci Grégory. Mais pour faire très court, moi c'est bien faire à manger qui m'intéresse. Bien manger, je le partage avec des amis, avec la famille. On parle de convivialité, on parle de plaisir, évidemment, c'est ça la base du bien manger. On parle évidemment de bons produits, qui auront été transformés dans des cuisines. Donc bien manger, c'est un ensemble complet qui nous amène à nous sentir bien. Donc c'est du plaisir, de la convivialité, du bien-être. Merci. Madame Roussy. Après ça, bon, Ouais. Évidemment, bien manger, c'est être au niveau des saveurs, de ressentir des choses, des perceptions, la convivialité, évidemment. Et je dirais aussi cuisiner, savoir cuisiner, évidemment. Ça fait partie de bien manger. Et aussi, c'est, je dirais, être produit ici, du champ à l'assiette, c'est aussi bien manger. Et ça, c'est important, de pouvoir continuer à pouvoir s'approvisionner localement. Mais on y reviendra. Oui, merci. Et Guillaume, bien manger pour toi? Oui, on est tous d'accord, c'est vraiment les produits locaux. Pour moi, c'est une évidence, c'est le produit, la saisonnalité, et d'acheter les choses à côté de l'endroit où on vit, quel qu'il soit. Et puis, bien manger, c'est aussi surprendre. C'est par des produits qui sont peut-être anodins, on va dire. Nous, professionnels, on est en droit et en devoir de surprendre les gens en supplément les produits que les producteurs et fournisseurs nous proposent avec tout le travail que ça demande derrière. Merci. Alors pour en revenir un peu à la problématique des circuits courts, depuis la loi Egalim de novembre 2018, nous avons un objectif national de 50% de produits de qualité ou locaux, dont 20% de produits biologiques, dans l'approvisionnement de la restauration collective d'ici au début de l'année 2022. Monsieur le maire, vous, à Agen, vous avez mis en place un programme pour les écoles primaires avec une cuisine centrale qui s'approvisionne en produits frais et locaux pour offrir, je crois, environ 4000 repas par jour aux enfants de la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre initiative, des bienfaits que vous avez observés et peut-être aussi des défis? Alors, un maire, sur ce problème de l'alimentation, il a globalement deux leviers. Le premier, c'est, vous venez de le citer, on est en charge de la restauration scolaire. Et cette restauration scolaire, il faut bien voir que dès que vous êtes une ville moyenne, c'est le cas d'Agen, eh bien, alors pour la seule ville d'Agen, c'est 2500 repas tous les jours. Hein, et donc, il faut qu'on arrive à cette exigence de produits locaux, mais en même temps, vous voyez, on a des exigences, et ça Nathalie le sait, de volume, de manière à ce que, en final, il y ait bien nos 2500 repas. Et donc c'est un travail de fond compliqué, y compris sur nos produits phares. Prenez la tomate, prenez la pomme, c'est vraiment des filières très fortes ici, ou la fraise. Et même ça, il faut qu'on arrive à trouver, et on le fait avec la Chambre d'agriculture, qu'on arrive à trouver des gens qui acceptent de rentrer dans des marchés qui sont, oui, importants, mais qui sont moins faciles à organiser pour eux que peuvent l'être des grands marchés export par le biais de leur organisation coopérative. Vous voyez, donc c'est un gros changement. Alors on y est. C'est un travail produit par produit, agriculteur par agriculteur.
mais on progresse vraiment bien de ce côté-là. J'insiste, le premier volet pour un maire, c'est la cantine scolaire. On peut faire passer beaucoup de choses par rapport à ça. C'est aussi la lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires. C'est aussi donc la réflexion, puisqu'on est avec des professeurs d'école. Donc on peut avoir des thèmes, on peut avoir des repas à thème, etc. Donc c'est vraiment un lieu privilégié, l'école, de cette reconquête de ces marchés locaux. Le deuxième levier qu'a le maire, il est en charge aussi de l'agglomération, du développement économique. Et là, il faut faire en sorte, si vous voulez, qu'un certain nombre de producteurs locaux trouvent facilement des débouchés. C'est ce qu'on appelle les marchés d'intérêt nationaux, les mines, vous voyez. Et ça, c'est très important. Parce que si vous voulez des produits locaux, il faut que nos paysans puissent se rémunérer convenablement, de manière moderne, et donc il faut des circuits courts qui marchent. Et c'est bien sûr les marchés de plein air, mais c'est surtout de la mise en contact avec les restaurateurs, avec les hôteliers, etc. Et donc à Agen, on a la chance d'avoir un marché d'intérêt national qui permet, notamment par une de ces activités qui s'appelle le carreau, de mettre en direct en relation nos producteurs avec des professionnels que sont les hôteliers, les restaurateurs, etc. Et donc là, il y a deux outils qui sont des outils du maire qui sont importants dans ce chemin d'amélioration. Merci. Juste pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, sur le premier levier et ce que vous faites dans les écoles, est-ce que vous avez un défi important de disponibilité des produits en fonction des saisons ? Alors, ça, c'est Comment vous travaillez avec les producteurs, justement, de locaux, plus en plus, on départements ? essaye de travailler donc en saison et on a la chance ici en Lot-et-Garonne de pouvoir le faire. Parce que, en début, là, au mois de mai-juin, vous avez les cerises, puis après, vous avez les brugnons, vous avez les pêches, donc les poires, les pommes. C'est pas tous les terroirs qui peuvent faire ça. Nous, on a cette chance. On a vraiment cette chance de pouvoir suivre la saison et avoir des approvisionnements locaux. La complexité, je vous l'ai dit, c'est plutôt le 2500 repas. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on fait pour trouver les 2 ou 3 agriculteurs qui veulent bien travailler avec nous, plutôt que de faire plus facile avec la coopérative locale qui fera 3 containers pour l'Irak ou pour, au niveau de ces pommes, etc. Donc il y a aussi une logistique à mettre en place entre un débouché local, à savoir les repas des écoles primaires d'Agen, et puis des agriculteurs. Et là, il faut mettre les mains dans le cambouis de la chaîne logistique. Et on le fait notamment avec la Chambre d'agriculture. Merci, monsieur le maire. Madame Borderie, vous êtes la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne. Alors, au niveau du département, vous avez une initiative assez similaire qui s'appelle du 47 dans nos assiettes, qui encourage l'achat et la consommation de produits du Lot-et-Garonne. Et c'est un programme que vous mettez en œuvre, alors non pas au niveau des écoles, puisque ça ne fait pas partie de vos juridictions, mais au niveau des collèges du département. Et vous travaillez aussi en étroite collaboration avec des chefs de la restauration scolaire. Est-ce que vous pouvez un peu aussi, et c'est une initiative, je comprends, qui a déjà une dizaine d'années, est-ce que vous partagez un peu le point de vue de monsieur le maire ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec ce programme ? Oui, je partage évidemment un certain nombre de points de vue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi de la responsabilité des collectivités d'intégrer dans le cadre de ces compétences, effectivement, l'enjeu de l'alimentation de proximité et de circuits courts. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, le conseil départemental a mis en place un dispositif qui s'appelle du 47 dans nos assiettes depuis 2011. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des collégiens, sur les produits frais, tous les produits frais, 100% des produits frais sont issus du territoire. Mais comme l'a dit le maire d'Agen, effectivement, ça a nécessité aussi un travail en amont important
à plusieurs niveaux. Au niveau de l'éducation nationale, mais aussi des chefs de cuisine, au niveau des parents aussi. Il a fallu sensibiliser les parents sur la démarche que l'on mettait en place. Et évidemment, un travail en amont avec l'ensemble des filières agricoles, puisque la difficulté, c'est effectivement de pouvoir approvisionner, même si, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses filières en fruits, que ce soit les fruits, que ce soit la viande, que ce soit les légumes. Enfin, on a une richesse territoriale qui est très importante, mais il n'empêche qu'il faut effectivement approvisionner au quotidien tous les collèges. Donc ça demande effectivement une organisation. Donc ça, c'est un travail qui est fait en amont, mais qu'il a fallu que l'on accompagne, puisque c'était aussi un changement d'habitude de la part des chefs cuisiniers, puisque on sait très bien qu'il y a souvent une résistance au changement, et de là de leur imposer un cahier des charges en leur imposant aussi le fait de cuisiner avec des produits locaux, en respectant aussi les saisons. Puis voilà, ça a vraiment nécessité un accompagnement de la part de la collectivité. Mais aujourd'hui, finalement, on n'en retire que des bénéfices. Aujourd'hui, quand on parle à des chefs chefs cuisiniers de différents collèges, pour rien au monde, ils ne reviendraient en arrière. Ils sont satisfaits. Quand on échange avec les fédérations de parents d'élèves, ils sont aussi très satisfaits du repas que l'on peut apporter. Et je dis aussi que c'est important. Nous avons aussi pu lutter contre le gaspillage alimentaire du fait de proposer des produits de qualité qui étaient consommés. Donc ça, c'est important. Et aussi un point important, c'est le prix. Dans la mesure où on est passé à du 47 dans nos assiettes, le prix, il n'y a pas eu d'impact sur le prix pour les familles. Donc vous voyez une évolution positive depuis que vous avez commencé le programme. Quels sont un peu les défis aujourd'hui pour continuer? Est-ce qu'il s'agit de changer d'aisselle, d'accélérer, non seulement de travailler avec les collèges, mais peut-être d'autres établissements? Je comprends que, par exemple, vous aimeriez étendre le programme aux EHPAD. Quels sont les défis que vous rencontrez? Alors, effectivement, vous venez de l'évoquer. Dès la rentrée prochaine, nous allons étendre ce dispositif du 47 dans nos assiettes auprès des établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc, une expérimentation sur 4 EHPAD dès la rentrée de septembre, avec la volonté de l'étendre à l'ensemble des établissements sur tout le département. Alors, c'est à peu près la même démarche qu'auprès des collèges, si ce n'est que les convives sont différents. On ne propose pas les mêmes repas à un collégien ou à une personne âgée, mais il n'empêche que dans la démarche, l'accompagnement aussi, comme je le disais, il y a toujours de la résistance au changement. La sensibilisation. La sensibilisation, mais en même temps, aujourd'hui, les chefs dans ces établissements sont satisfaits aussi d'aller plutôt sur un travail en utilisant des circuits courts, des circuits de proximité. Et aujourd'hui, ils sont en contact avec différentes filières du département pour commencer à y travailler. Il y a eu des études de consommation faites sur les établissements. Voilà, donc c'est à peu près la même démarche, une démarche similaire que celle qui a été faite avec les collèges, mais c'est un public différent. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas proposer à nos aînés des repas de qualité avec des produits effectivement de notre territoire. Et c'est d'ailleurs dans la loi Egalim, donc de toute manière, nous avons aussi une obligation légale à partir de l'année prochaine. Merci. J'aimerais passer peut-être à Grégory pour nous parler un peu du point de vue des chefs, puisque vous êtes si central dans tous ces dispositifs. Alors Grégory, toi tu es chef, tu fais partie de l'initiative Chef for the Planet. Tu travailles beaucoup avec les hôpitaux, puisque tu as monté un dispositif qui s'appelle le repas toqué. Tu nous en parleras. Tu as fait aussi partie de 2 missions parlementaires. Une, mieux manger à l'école, et la deuxième, mieux manger dans les hôpitaux. Tu es le parrain de la semaine du goût. Bref, tu as énormément de casquettes. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience? Alors, je ne sais pas si tu veux commencer par les écoles, par les hôpitaux, par ton expérience dans tes restaurants. Je veux commencer déjà par dire que je suis ravi d'être ici parmi vous, que ce débat enfin que cette table ronde est très chouette et très intéressante. Saluer vos initiatives, c'est très important. Jusqu'à présent, les initiatives étaient des initiatives principalement associatives, parce que les associations vont beaucoup plus vite que les politiques, en réalité, m'en veuillez pas, mais il y a une forme d'urgence dans l'associatif, et sur l'associatif, on met tout de suite les mains dans le cambouis, et on n'a pas besoin de réfléchir
tellement sur les implications, les marchés, les justificatifs, etc., etc., etc. Donc on est beaucoup plus opérationnel. Ce qu'on a fait avec Repas Toqué et avec l'hôpital Saint-Louis à Paris, donc la PHP, déjà c'est parti d'un constat. En fait, on est tous amenés à un moment ou à un autre à aller dans un hôpital, soit pour une bonne nouvelle, on attend un bébé et c'est plutôt chouette, soit pour se faire soigner de quelque chose de bénin ou plus grave, peu importe. On peut rester peu de temps ou alors on peut rester plus longtemps. Mais il y a une constante, c'est le plateau repas des hôpitaux. Et le plateau de repas des hôpitaux, c'est au-delà de pas bon, c'est une catastrophe absolue et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. C'est un héritage d'un ministre dans les années 80 sous Mitterrand qui a dit que l'hôpital, c'était pas un hôtel. À partir de là, l'hôpital, c'est pas un hôtel, donc on privilégie les séjours courts. Et donc, comme on privilégie un séjour court, ben, finalement, c'est pas grave qui mange ou qui mange pas, on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça induit? Ça induit que l'hôpital, premier hôtelier de France, en termes de nuitée, que l'hôpital est devenu le premier gaspilleur alimentaire de France. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a fait des marchés. Et c'est super un marché. Donc on va voir un Sodexo, un Elior, etc. Et on va leur dire, voilà, j'ai un budget. Et je dois faire 2500 repas. Vous pouvez faire? Ah bah oui, vous pouvez faire ça, oui. Ah bah vous avez le marché. On a oublié un truc essentiel qu'on a nous dans les cuisines, nous les chefs, qui est le concept de l'assiette vide. C'est très simple. J'ai un pass qui est un pass où je vais mettre mon assiette qui est dressée, mon plat, et ensuite j'ai un autre pass qui est le sale, où l'assiette arrive. Si elle est pleine, moi en tant que chef, je me dis « Ah, il y a peut-être un souci ». Je vais aller voir le client. Est-ce qu'il y a une intolérance? Est-ce qu'il y a une allergie? Est-ce que la cuisson ne vous a pas convenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis alerté. J'ai donc un contrôle qualité immédiat. Et si elle est vide, je me dis, bah ça, c'est un gage de satisfaction. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, 80% du plateau repas, 80% du plateau repas, 80% du plateau repas. Je le dis parce que les chiffres n'ont plus d'importance maintenant. On pourrait dire 500 millions, on pourrait dire 490 milliards. Il n'y a pas d'impact. C'est drôle, on s'est habitué à tout. 80% du plateau repas n'est pas consommé. En fait, dans un hôpital, on va manger les carottes râpées, qu'elles viennent du local ou qu'elles viennent d'ailleurs, on s'en fout, et on va manger le yaourt ou la compote de pommes. Et alors, c'est assez incroyable. La problématique de l'hôpital, c'est de se dire, ou des autres, c'est de se dire, moi j'ai une problématique colossale, je ne peux pas travailler comme vous voulez, parce que je travaille en liaison froide. Alors, qu'est-ce que c'est que la liaison froide? C'est un truc très simple, hein. Vous préparez à manger la veille, et vous la réchauffez le lendemain. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on a tous cuisiné plus ou moins. On sait que si on fait un poulet rôti la veille et qu'on le réchauffe le lendemain, il va être dégueulasse, parce qu'il va être sec, évidemment. Donc, il y a certains plats qu'on va s'interdire de faire en liaison froide, mais il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. On sait que si on va faire des lasagnes, par exemple, il y a un plat qui est typiquement français. Si on le réchauffe le lendemain, il va être presque meilleur. Non, mais bon, je plaisante, mais tiens. Si on fait une cuisse de canard confite, et si on la réchauffe, elle va être meilleure. Elle va être très bonne, puisqu'elle est confite, donc tout va bien. Donc on a cette problématique-là. On a la deuxième donc on a une problématique, quand on rentre après à l'intérieur, on leur dit est-ce que vous voulez changer? Effectivement, le changement, ça fait peur, parce qu'on a des habitudes, et que chaque fois qu'on change, on se dit je sais ce que j'avais, je ne sais pas vers quoi je vais. Donc il y a cette espèce de peur, comme quand on était sur un plongeoir et que notre père nous disait vas-y, plonge, ça va bien se passer. Bon, au final, quand on plonge, on se rend compte que ça se passe bien. Mais avant ça, on a cette peur absolue. Et quand je suis rentré dans les cuisines de restauration collective, je me suis aperçu d'une chose qui est essentielle, et tout est lié, vous allez voir. Pour faire à manger, on a besoin de quoi? On a besoin, évidemment, de produits. On appelle ça une mercuriale, c'est la liste de courses. Et là, on est en phase de marché d'État. À qui on a le droit d'acheter? Et qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter? Et là, je peux vous dire que quand j'y suis allé, on m'a dit notre best-seller, c'est les boulettes à l'agneau. J'ai dit, les boulettes à l'agneau, c'est magnifique. Moi, je connais les boulettes d'agneau, mais les boulettes à l'agneau, il y a un truc louche. Tu peux me passer la fiche, s'il te plaît? Je prends la fiche. Et généralement, quand on fait une boulette, même si on n'est pas chef, on sait qu'on a à peu près 95% de protéines animales. Et puis le reste, ça va être des herbes, des aromates, éventuellement. Bon,
Là, en fait, dans cette boulette à l'agneau, il y a 12% de protéines animales. Moi, ça me fait pas rire. Ça veut dire que le best-seller à l'hôpital, la boulette à l'agneau, c'est 12% de protéines animales. Alors, comme il y a des lois, vous l'avez dit, Anne, il y a des lois magnifiques qui nous obligent maintenant qui vont nous imposer le bio, sauf qu'il n'y a absolument aucune contrainte à appliquer cette loi. Il faut le savoir. Zéro contrainte. Vous devez, à partir de telle date, le faire. Et si je ne le fais pas, vous devez, à partir de telle date, le faire. Ouais, c'est tout. Donc, ça ne sert à rien, pour qu'on soit clair. À part faire plaisir à la personne qui l'a écrit dans un ministère ou dans un sous-ministère. Je continue sur ma boulette à l'agneau. On a l'obligation maintenant de donner l'origine. C'est magnifique, parce que viande, communauté européenne et autres. Alors ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est a priori sur Terre que ça a été fait, puisqu'on n'a pas de production encore sur Vénus ou sur Mars. Mais voilà. Et on continue, on nous met du soja, on nous met du bambou, on nous met de la dextrose, et c'est magnifique. Mais pourquoi? C'est très simple. Parce que ça amène une deuxième chose, je suis un tout petit peu long, mais c'est très important, je suis désolé, mais ça amène une deuxième chose, c'est les personnes qui cuisinent. Dans une cuisine de 45 personnes dans un hôpital, il y en a 4 qui ont un CAP cuisine. Les autres, ils ont un CAP HACCP. Et alors, ça veut dire qu'en fait, en 15 jours, on leur a appris les normes hygiène. Mais ils ne savent pas cuisiner. Compliqué. Du coup, c'est compliqué de demander à des gens et de leur expliquer, n'achète pas une sauce déjà faite. Une purée de pommes de terre, c'est des pommes de terre que tu vas écraser avec un peu de beurre, un peu de crème éventuellement. Faire un hachis parmentier, il n'y a rien de plus simple. Mais quand ils ne savent pas et qu'il y a après la notion de responsabilité, c'est très compliqué. Donc il y a une notion de formation qui est très importante. Donc on a créé Repas Toqué où j'ai fait 20 recettes et je suis allé en cuisine et j'ai formé l'ensemble du personnel de cuisine de Saint-Louis. Aujourd'hui, on a 90% du plateau repas qui est consommé. Bravo. 90%. Et pour une autre chose, qui est une autre contrainte, qui est le prix. Le plat, c'est 1,40 €. Donc on est à 90% du plateau repas, toujours dans 1,40 €, avec 100% fait maison. Donc c'est possible, ça se fait, ça peut se faire, ça doit se faire, mais ça dépend aussi de vous, parce que c'est vous, aujourd'hui, qui allez imprimer le rythme. C'est bien d'avoir une conscience, mais mettez aussi votre conscience sur des choses qui sont opérationnelles. Les EHPAD, c'est essentiel. On parle en fait de toutes les populations qui ont besoin de se restaurer. Le non-restaurant vient de l'étymologie « se restaurer ». On était des voyageurs, on s'arrêtait au bord de route et on nous donnait à manger pour nous restaurer nos forces. Quand on est malade, quand on est vieux, on a besoin de ça. Quand on est un gamin, on est en pleine croissance, on a besoin de ça. S'alimenter, bien s'alimenter, se donner les moyens, et on compte vraiment sur vous, parce que c'est vous qui pouvez donner l'impulsion, mais c'est nous, les consommateurs. Ici, les consommateurs, ceux qui iront à un moment ou à un autre à l'hôpital, ceux qui auront à un moment ou à un autre un parent qui sera à l'hôpital, qui doivent faire bouger les choses. Voilà. Merci Grégory, merci. J'ai encore plein de questions pour toi et notamment j'aimerais bien parler un petit peu de la semaine du goût, mais juste dans un souci de temps, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler après. Madame Roussy, vous êtes la présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Pas encore. Ah, pas encore. Bientôt, vous avez été élue. Vous travaillez aussi sur ces problématiques d'approvisionnement en local et notamment aussi avec des entreprises dont parlait Grégory et Lior, je comprends, oui. Et l'agglomération d'Agen. Quelles sont les tendances que vous observez? Quels sont vos défis? Quel est le programme que vous avez mis en place? Oui. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le département du Lot-et-Garonne, quand même, qui est un département atypique, on va dire. Déjà très heureux que vous puissiez faire cet événement en Lot-et-Garonne. Pourquoi? Parce que Lot-et-Garonne, c'est devenu le jardin de la France. Nous avons plus de 70 productions en Lot-et-Garonne. C'est énorme.
comme dirait quelqu'un que tout le monde connaît bien, il nous manque que les ananas et les bananes. Les oranges, ça commence à arriver. Donc c'est pour dire que cette richesse gastronomique et cette richesse aussi de nos agriculteurs, il faut qu'on l'exploite au maximum. On y travaille, donc je vais revenir sur ce qu'on fait avec Elior, mais plus généralement, aujourd'hui, je dirais que le compte n'y est pas, mais on va y arriver, et tous ensemble, parce qu'il faut savoir qu'avec Elior, on travaille avec eux, on est à plus de 30% d'approvisionnement local, avec tout ce qu'on fait ici, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on arrive, et j'en suis ravie d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se retrouve déjà tous les trois ensemble. Département, agglo, mairie, on s'est déjà rencontrés. Donc déjà, c'est ça. Ça commence par là, la cohésion, travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. On n'a jamais fait. Si on veut arriver à mettre, allez, on va dire, 80% du Lot-et-Garonne dans notre assiette, il va falloir qu'on regroupe nos forces. On n'y est pas. Parce que la volonté, elle est peut-être, mais on se divise tous. On perd de l'efficacité. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille vraiment ensemble. On a le mine qui pourrait être une mine d'or, c'est le cas de le dire. C'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on part, si vous voulez, de la production. Il y a 100 tonnes de tomates. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 tonnes de tomates? On va les mettre là, là, là. Je pense qu'il va falloir travailler autrement. On va dire, on a besoin de 500 tonnes de tomates et on va les produire en Lot-et-Garonne. Parce que ça, on sait faire. Renverser la logique. Évidemment. On se met tous autour de table par rapport à la restauration collective, les EHPAD, les cantines, les écoles, enfin tout. On a besoin de ça. Et on va le faire. Parce que ça, nous, on peut vous garantir que dans le département, on peut le faire. On a l'eau, on a la chaleur, et on a les compétences. Ça, il faut commencer par là. Donc ça, c'était la genèse qui en dit long quand même. Donc par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on fait des choses ensemble, malgré tout, et c'est tant mieux. Avec Elior, on travaille, on approvisionne évidemment localement, on fait tout ce qui est légumes, on fait beaucoup aussi de yaourts, de tout ce qui est produits laitiers, quelque chose qu'on a développé dans le département, des agriculteurs qui se sont transformés en vente directe. Et ça, c'est très prisé par les cantines parce que très facile à consommer, même les hôpitaux, etc. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est au quotidien aux agriculteurs, c'est une réponse à la vente directe. On a 300 porteurs de projets à l'installation en jeunes. Et aujourd'hui, la tendance qu'on constate, c'est que la moitié font ou vont faire de la vente directe. Ça veut dire que le volume va aussi augmenter. Donc, il faut que derrière, nous ayons possibilité de pouvoir vendre à tout le monde, puisque la demande, elle est là, et l'offre sera là aussi. Je comprends d'ailleurs qu'il y a une nouvelle initiative qui est une coopération des chambres d'agriculture et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui est une initiative nationale, justement d'un site internet, une plateforme qui s'appelle Frais Local, qui référence tous les producteurs et tous les points de vente directs en France, justement pour permettre de favoriser les circuits courts et l'approvisionnement local. Alors oui, ça existe au niveau national, mais nous, on l'a fait au niveau départemental depuis 3 ans. On a une application qui s'appelle Manger, Vivre, Fermier 47, où vous allez retrouver la majorité des producteurs qui font la vente directe. C'est géolocalisable, donc on tape l'application et on va directement chez le producteur. Donc ça, nous, on l'a fait dans le département déjà, donc pas de souci. Donc vous étiez précurseur. Je pense qu'on a été le premier département à mettre en place une application de la sorte, oui. Tout à fait. Merci. On va passer du Jardin de la France à la Méditerranée. Guillaume Sourieux, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes à Marseille. Oui. Oui, très bien. Bonjour, bienvenue de nouveau. Vous êtes le chef à l'Épuisette. Alors vous travaillez depuis toujours avec des producteurs locaux, en l'occurrence beaucoup de pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites dans votre restaurant, de toutes ces questions de saisonnalité, comment vous concoctez vos menus avec la pêche du jour? Alors en
fait, le restaurant est au bord de l'eau, donc c'est vrai qu'on a les pêcheurs, il en reste 3 encore au Vallon des Offres, donc avec qui on travaille et qui pêchent au quotidien ce que le père veut bien leur donner. Donc nous, on a par rapport à ça des menus qui sont établis, et en fait, j'établis au quotidien, voire même 2 fois par jour, des menus avec emmenés par nos pêcheurs. Voilà, alors moi j'entends tout ce que vous dites tous, et je rebondis sur ce que dit Greg. À Marseille, on a la chance d'avoir l'hôpital européen, alors qui n'a rien à voir avec la PHP ou la PHM, mais qui est avec des cuisines dans lequel il y a des cuisiniers, et je te rejoins complètement avec le fait que ce soit des cuisiniers qui cuisinent, et l'ensemble des gens qui vont à l'hôpital européen nous disent et nous certifient que c'est bon, et pour l'avoir vécu aussi moi personnellement, c'est vrai que ce moment de convivialité qu'est le plateau repas est bien mis en avant, et ça fait la différence avec les autres hôpitaux de Marseille. C'était juste la parenthèse pour rejoindre un petit peu ce que disait Grégory. Par contre, bon, par rapport donc, aux poissons, moi je soulève aussi maintenant un autre problème, c'est que je vois les gens qui pêchent vieillir, et je vois personne derrière. Donc je me dis, bon, quelle solution on va avoir dans les quelques années futures pour pouvoir s'approvisionner en poisson local. S'il n'y a pas de suite logique, comment on va faire? Donc de mon côté, moi je me suis rapproché, alors c'est pas que je prône du tout l'élevage des poissons, mais je me suis dit quand même il faut que je m'y intéresse. Et je suis allé visiter plusieurs élevages que nous avons dans le secteur de Marseille, Toulon et à côté de Saint-Tropez. Et j'en ai trouvé un qui quand même fait bien son travail, avec le respect du produit, en bio. Alors après on peut critiquer, oui c'est la mer, donc il y a plein de sujets qui peuvent être mis sur la table avec ça. Mais en attendant, ce sont des gens qui respectent leurs produits, qui font des élevages raisonnés, qui respectent donc la façon dont ils tuent les poissons avant de les vendre. Et donc je me dis, ça peut être aussi intéressant. Et est-ce que c'est pas nous aussi maintenant notre rôle de restaurateur de faire découvrir quand même de bons produits qui sont d'élevage? Encore une fois, je ne le prône pas, je ne le fais pas pour l'instant, mais je me dis dans un futur proche, peut-être que ce sera intéressant. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la Méditerranée et sur la mer. Et je vous rejoins sur évidemment le local, sur le fait qu'on travaille le produit de saison. Pour moi, c'est une évidence que je fais depuis des années au sein de mon restaurant ici à Marseille. Merci Guillaume, merci de nous avoir rejoints. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur l'approvisionnement local et circuits courts. Je crois que malheureusement, on doit finir cette table ronde. Juste Grégory, une chose, un dernier mot. Oui, une chose très rapide. D'abord, si vous allez à Marseille, allez chez Guillaume à l'Épuisette, c'est juste exceptionnel. Sa cuisine est fabuleuse, le cadre est magnifique. Juste une chose, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs. Ok ? Aujourd'hui, on a honte de dire qu'il faut faire de l'élevage de poissons. Et moi, en fait, mon avis a changé. Si on regarde bien, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs. Fini, puisqu'on fait de l'agriculture et on fait de l'élevage d'animaux. Mais on continue à faire de la pêche. Comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on a très très souvent, mais ça c'est dans notre nature humaine, tendance à considérer que comme on ne voit pas les choses, elles n'existent pas. Et ce qui se passe sous l'eau, on ne le voit pas. Or aujourd'hui, il y a un vrai sujet, et ça sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois, mais il y a un vrai sujet sur la pêche, sur la surexploitation avec une réflexion des à avoir exactement, partant du principe qu'on a tous pris conscience aujourd'hui et qu'on est vraiment dans une logique très positive, qui est que tant l'agriculture que l'élevage doit se faire dans des très bonnes conditions. Merci. C'est le mot de la fin. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Anne Lemort, et merci à vos invités.